Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire spécial métallurgie sur les congés et les absences et je laisse la parole à Pierre-Jacques Castanet. Bonjour à tous, eh bien écoutez, on est heureux de vous retrouver. Vous savez, c'est un peu comme dans les séries, on attend toujours l'épisode suivant et on se rend compte que vous êtes toujours aussi nombreux à participer à nos différents webinaires. Je vous rappelle un peu le contexte. On a fait une série de webinaires généralistes qu'on a qualifiés de généralistes pour vous donner à tous les tenants et les aboutissants de cette révolution qui se fait dans la métallurgie avec cette nouvelle convention collective qui bouleverse plein de choses et en particulier les Ouais, on commence. classifications. Et puis, on a considéré, avec l'équipe d'experts qui anime ces différents webinaires, je vous les représente à nouveau, Aline, Louise, Thibault et moi-même, on a considéré que, au-delà de ces aspects généralistes, il fallait rentrer un peu dans le détail et donc vous apporter un certain nombre de précisions sur des thématiques aussi importantes que la rémunération, le contrat de travail, la durée du travail. Bientôt, et ce sera le prochain, sur la rupture, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet important et qui est celui des congés et des absences, parce que là aussi, eh bien, on va avoir un certain nombre de bouleversements dans cette convention collective. Et je pense qu'à la suite de ces webinaires, vous serez tous des grands spécialistes comme nous de cette convention collective qui recèle pas mal de, donc pas vraiment des interrogations, mais pas mal d'informations, de précisions et qui, en tout état de cause, et il faut peut-être s'en féliciter, constitue aujourd'hui un corpus cohérent, complet, d'un statut collectif, enfin, et vous le savez, harmonisé, parce que derrière tout ça, l'idée, c'est d'une harmonie, quels que soient les lieux où se trouvent les entreprises. Donc voilà, donc sans désemparer, si vous le voulez bien, nouvel épisode, claque de début, on va vous parler des congés et des absences, qui est un sujet non négligeable. Vous voyez, il y a 5 thématiques que nous allons évoquer avec vous. Bien évidemment, les congés payés, leur acquisition, les reports, les congés pour événements de famille ou liés à la parenté, le compte épargne-temps, qui est aussi un vrai sujet, le congé maternité, le congé d'adoption, et puis les questions concernant en particulier l'indemnisation et les protections contre la rupture du contrat de travail en période de maladie, qui constitue effectivement aussi des absences. Nous allons maintenant, vous connaissez le principe, je vais évoquer un point et ensuite, au fur et à mesure, Aline, Louise et Thibault vont intervenir sur chacun de ces sujets. Vous pouvez poser vos questions via le chat. On essaiera d'y répondre en temps voulu. Nous avons une petite heure. À midi, le feuilleton, vous le savez, s'arrêtera. Mais on se reverra jeudi pour parler des ruptures. Donc maintenant, si vous le voulez bien, première situation, on parle des congés payés, l'acquisition des congés payés. Deux sujets importants qu'il faut retenir. Tout d'abord, en ce qui concerne la période de référence, là aussi, partenaires sociaux qui donnent de la liberté, qui donnent de la flexibilité. En principe, vous savez, c'est du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N plus 1, mais les partenaires sociaux nous disent, écoutez, si vous voulez le faire sur l'année civile, vous pouvez, ou le cas échéant, vous pouvez le faire sur une autre période annuelle si votre temps de travail est décompté d'une façon différente d'un autre mois à un autre mois sur 12 mois. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que on a des partenaires sociaux qui prennent en compte la pluralité et la diversité des organisations dans les entreprises. En d'autres termes, il n'y a pas qu'un seul modèle, il peut y avoir des variantes, toujours bien sûr sur une période de 12 mois. Et c'est intéressant parce que ça permet aux entreprises de s'organiser au mieux et d'être au plus proche de leurs besoins, avec un rappel, mais tout ça, on le connaît, la convention collective n'avait pas forcément besoin de le rappeler, eh bien, par mois de travail effectif, on a 2,5 jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables pour une année complète. Et vous savez qu'il est possible aussi de prévoir un décompte en jours ouvrés. En gros, on enlève les samedis et les dimanches. Ça, c'est le premier point sur la période de référence pour acquérir des congés payés, puisque on ne peut acquérir des congés payés que si préalablement on a travaillé. Ça, c'est le grand principe. Et ça renvoie à la notion de travail effectif. Donc, du travail, ça génère du repos. Il se trouve que les partenaires sociaux, ils l'avaient déjà fait dans la métallurgie, avaient considéré que, au-delà des dispositions légales qui assimilent d'ores et déjà des périodes de repos à du travail effectif, on pense en particulier aux congés maternité, qui sont des dispositions tout à fait légitimes. Les partenaires sociaux déjà avaient dit, mais quand même,
les périodes de maladie doivent pouvoir générer du repos. Et c'est ainsi que les partenaires sociaux, qui l'avaient déjà prévu, l'ont réactualisé dans cette nouvelle convention collective, faisant preuve d'un certain modernisme, pourrait-on dire, ou peut-être, et vous allez voir pourquoi, d'avance sur leur temps. Et donc, dans notre nouvelle convention collective, on vient nous dire, certes, on acquiert du repos si on a travaillé, mais on peut aussi en acquérir si on a été, pardonnez-moi l'expression, au repos. Et donc, en gros, du repos peut générer du repos. Alors, on a les périodes légales, enfin les périodes légales qui assimilent, mais ça, c'est pas une nouveauté. Et puis, on a les partenaires sociaux qui ont dit, dans une certaine mesure, les périodes de maladie ou d'accident, je ne parle pas des accidents du travail, maladies professionnelles, parce que tout ça, c'est OK, eh bien, vont pouvoir malgré tout, à partir d'un certain moment, générer, à partir d'une certaine ancienneté, vont pouvoir générer des congés payés. Voilà. Mais il se trouve que cette convention collective n'est pas encore, vous le savez, applicable, cette nouvelle convention, puisqu'elle ne sera qu'au 1er janvier 2024, pardon. Mais il se trouve qu'on a un arrêt qui vient de tomber là sur nos téléscripteurs il y a maintenant pas très très longtemps, mais qui est très récent, puisqu'il date du 13 septembre 2023, et qui est devenu encore plus favorable que ce que prévoient les partenaires sociaux de la convention collective de la métallurgie, qui viennent dire toute suspension du contrat de travail involontaire, on pense donc bien évidemment en particulier à maladie, eh bien génère quand même des congés payés sans qu'il puisse y avoir de quelconque limitation. Donc, il était important d'attirer votre attention sur le fait qu'on a une disposition conventionnelle applicable à compter du 1er janvier 2024, qui certes constitue un progrès, façon de parler, mais enfin qui constitue un avantage, on va le dire, par rapport à ce qui existait, mais qui est déjà aujourd'hui obsolète par rapport à ce que vient de nous dire la jurisprudence. Alors, pas d'inquiétude pour autant. Ces histoires de congés payés, le droit au congé payé ne sera acquis, déterminé, fixé qu'en mai 2024, donc on a un peu de temps devant nous. D'ici là, ce que l'on pense, c'est que la loi, le législateur, le gouvernement est saisi de cette question parce qu'on a aujourd'hui des dispositions légales qui fixent la durée du congé payé, des congés payés par rapport à du temps de travail effectif, sauf que ces dispositions légales ne sont plus aujourd'hui valables au regard de la jurisprudence. Pourquoi cette jurisprudence? Parce que la jurisprudence a voulu faire prévaloir les dispositions communautaires qui, en quelque sorte, considèrent que ce temps de congé payé de 4 semaines à minima est un temps en quelque sorte sacré qui ne peut pas être bouleversé, qui ne peut pas être réduit pour des événements qui sont indépendants de la volonté des salariés. Donc, pour ce résumer, acquisition des congés payés, vous avez une grille qui est prévue avec un certain nombre d'absences qui sont assimilées à du travail effectif, et vous avez un petit warning, attention, ces dispositions-là, aujourd'hui, depuis le 13 septembre, elles posent une difficulté par rapport à une jurisprudence. Pas d'affolement pour autant, pas d'urgence pour autant. Attendons de voir ce que pas les partenaires sociaux, mais le gouvernement et plus exactement le législateur va faire à ce sujet. Voilà, j'ai terminé sur ma partie, mais il était important d'attirer votre attention sur le fait que, on l'avait vu la dernière fois quand on parlait de la rémunération, il y avait une grille qui avait été mise en place, et cette grille, elle n'a même pas eu le temps de s'appliquer, qu'ils en ont fait une seconde. Et là, ils ont prévu un certain nombre de dispositions qui, au 1er janvier 2024, sont déjà un peu en contradiction avec les dispositions jurisprudentielles. Voilà, j'en ai terminé en ce qui concerne ma partie, et je laisse la parole pour venir nous parler de la prise proprement dite des congés payés. Il y avait une question, Pierre-Jacques, même si Oui. elle peut apparaître un peu théorique, mais imaginons que ces dispositions reprennent vie avec un nouveau revirement de la Cour de cassation, tout est possible finalement. À partir de quand est-ce qu'elle sera applicable? Est-ce qu'elle sera applicable aux arrêts de travail qui commenceraient à courir à compter du 1er janvier? Ou est-ce qu'elle va s'appliquer à partir ces dispositions conventionnelles s'appliqueraient à partir du 1er janvier 2024, quelle que soit la période de maladie concernée? Non. Je pense que c'est le Alors sens de la attendez, question. oui, le sens de la question. Aujourd'hui, avec l'arrêt de la jurisprudence, cet arrêt du 13 septembre, ça s'applique immédiatement, ça s'applique dès maintenant. Il y a pas de. La jurisprudence, elle est d'application immédiate. Et donc, on a, si vous voulez, aujourd'hui, une jurisprudence qui est d'application immédiate, qui rentre complètement en conflit avec les dispositions légales du Code du travail, qui prévoit que, sauf exception, les jours de repos ne sont acquis que
à la suite de travail effectif. Et ces dispositions légales, eh bien aujourd'hui, sont balayées en quelque sorte par la jurisprudence qui a fait prévaloir les dispositions communautaires. Et puis, cette jurisprudence se trouve en conflit également avec les dispositions conventionnelles de la convention collective, qui, elle, était un peu plus favorable que la loi. En fait, si vous voulez, il y avait une loi qui n'était pas très favorable. Les partenaires sociaux de la métallurgie ont dit, on va faire quelque chose d'un peu plus favorable. Et puis, entre-temps, et d'application immédiate, on a une jurisprudence qui est encore plus favorable que ce qu'ont dit les partenaires sociaux. Voilà. Donc, à partir de quand? Écoutez, pour l'instant, notre position est de dire, pas d'affolement, vous avez vos congés payés avec des paramétrages qu'il ne faut pas pour l'instant changer, ça ne nous paraît pas opportun, tant qu'on est encore un peu dans une période d'interrogation, ou du moins d'interrogation vis-à-vis du Parlement. Voilà, donc en gros, pour les industries de la métallurgie, vous ne changez pas ce qui s'applique, parce que vous faisiez déjà, vous appliquez les dispositions de la convention collective telles qu'on vient de vous les donner, mais vous avez en tête que ces dispositions-là, va peut-être falloir les modifier après le 31 mai 2024. Est-ce que j'ai été clair dans ma réponse? Je l'espère. Aline, c'est à toi? Ou à Thibaut? Non. Par contre, je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main dans le webinaire, là, mais utilisez dans ces cas-là la petite bulle de conversation pour poser vos questions, s'il vous plaît, Voilà. pour qu'on puisse y répondre. Du coup, pour la prise des congés payés, le principe, c'est que l'organisation des congés payés relève de la responsabilité de l'employeur. C'est à l'employeur qu'il revient de fixer la période de prise des congés payés et de fixer l'ordre des départs en congé. Bon, comme on dit souvent, dans la vraie vie, on tient compte des souhaits des salariés. Et c'est plus généralement le cas. Pour la période de prise, la convention collective fixe la période du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1. Toutefois, elle offre la possibilité à l'employeur, en fonction de ses besoins, de modifier cette période de prise des congés payés. Il y a une limite, toutefois. Il faut que ça comprenne nécessairement la période entre le 1er mai et le 31 octobre. Si vous avez un comité social et économique, vous devez consulter au préalable les représentants du personnel avant de fixer une autre période de prise des congés payés. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous devez informer les salariés de la période de prise des congés payés au moins 2 mois avant son ouverture. Donc, il faut bien distinguer ce que disait Pierre-Jacques, la période d'acquisition des congés, qui est du 1er juin au 31 mai, et la période de prise des congés payés, qui est du 1er mai au 30 avril. Une fois que la période de prise des congés payés est fixée, l'employeur est censé fixer l'ordre des départs, c'est-à-dire qu'il va, en fonction de la situation des salariés, en fonction de leur situation personnelle et en fonction de critères qui a été fixé par la convention collective, l'employeur va fixer l'ordre entre les salariés qui part à quel moment. Il doit tenir compte notamment de l'activité du salarié s'il est employé uniquement dans son entreprise ou chez des autres employeurs. Sa situation de famille, s'il y a des enfants scolarisés qui sont à sa charge, si son conjoint travaille dans une autre entreprise et a d'autres congés, ainsi que l'ancienneté et la date à laquelle le salarié a fait sa demande de congé. Il doit, une fois que l'ordre est fixé, il doit en informer les salariés au moins 1 mois avant leur départ. Ça, c'est le principe. Ensuite, voilà, donc ça relève de la responsabilité de l'employeur pour cette prise de congé. Pour ce qui est ensuite de la possibilité de reporter les congés payés, la convention collective fixe 2 situations dans lesquelles les congés peuvent être reportés. En cas d'absence, ça concerne tout ce qui est maladie ordinaire, les accidents du travail ou la maladie professionnelle, dès lors que ça intervient, ces périodes d'absence interviennent avant la date de départ du congé. La possibilité de report, c'est 15 mois suivant la date de retour dans l'entreprise à l'issue de la période de suspension.
Cette possibilité de report ne concerne que les congés acquis avant l'absence, au moment de l'absence. L'autre situation, c'est quand il y a des organisations particulières du travail, notamment lorsque le temps de travail est décompté de manière annuelle en application d'un accord d'aménagement du temps de travail. Il y a aussi pour les salariés qui sont en forfait annuel en jours et pour les salariés qui sont en forfait annuel en heures. La date de report, c'est jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise a débuté. Admettons, la période de prise, c'est on a dit, du 1er mai au 30 avril. Si pour la période allant de 2023 à 2024, donc du 1er mai 2023, excusez-moi, au 30 avril 2024, possibilité de report jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà. Les modalités qui sont fixées par la convention collective pour cette demande de report, c'est que c'est à la demande du salarié avec l'accord de l'employeur. Et il faut que la demande soit formulée 3 mois avant la période de prise, avant le terme de la période de prise en cours. Voilà. Pour cette histoire de report. Il existe aussi ce qu'on appelle des congés supplémentaires de fractionnement. Alors là, il faut distinguer ce qu'on appelle le congé principal. Ce sont les 4 premières semaines de congés payés. Donc, entre guillemets, c'est les 24 premiers jours ouvrables de congés. Si vous avez un congé principal supérieur à 12 jours ouvrables et que vous décidez de le fractionner, c'est-à-dire de le prendre en plusieurs fois, et que des jours de congé sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, en fonction du nombre de jours de congé compris dans le congé principal pris en dehors de cette période, donc après le 31 octobre, ça peut donner lieu à des jours de congés supplémentaires de fractionnement. Le nombre de jours supplémentaires varie en fonction du nombre de jours de congés pris en dehors de cette période. Pour un exemple plus concret, admettons que vous avez un salarié qui va prendre 19 jours de congés en août. Il en prend ensuite 5 en décembre et 6 jours en avril. En soi, il va avoir pris 14 jours de congé en dehors de la période. Toutefois, comme sur ces 14 jours, il y a la 5e semaine de congé payé, donc en dehors du congé principal, seuls les jours compris dans les 24 jours vont donner lieu à des jours supplémentaires de fractionnement. Comme les jours supplémentaires de fractionnement sont inférieurs à 6, il n'aura le droit qu'à un jour ouvrable supplémentaire. Voilà, c'est assez compliqué parce qu'il faut bien distinguer ce congé principal de la 5e semaine. Il faut calculer en fonction de la période du 1er mai au 31 octobre. Donc voilà, il faut bien prendre tout ça en compte et faire attention à comment c'est calculé. En dehors de ces congés payés supplémentaires de fractionnement, il existe d'autres jours supplémentaires qui existent en cas de rappel du salarié par l'employeur pendant ces congés. C'est-à-dire que votre salarié est parti en congé payé et pour une raison X ou Y, vous le rappelez dans l'entreprise, il aurait le droit à des jours de congés payés supplémentaires. Alors, c'est sous réserve qu'il accepte de revenir également. Donc, vous devez lui accorder 2 jours ouvrables supplémentaires et vous devez également rembourser aux salariés, sous réserve qu'ils vous fournissent des justificatifs, les frais occasionnés par son rappel dans l'entreprise au cours de ses congés, tels que des frais de transport. Il a pris le train pour revenir travailler, il vous fournit une facture, il y aura ces frais de déplacement à prendre en compte. Voilà. Il y a quelques questions, Louise, par rapport aux congés payés. Donc, sur les congés de fractionnement, est-ce que tu peux nous dire si le nombre de congés de fractionnement qui sont rappelés dans la convention collective sont ceux qui sont fixés par la loi? Est-ce qu'on est sur les mêmes proportions ou pas? La convention collective renvoie aux dispositions légales pour le nombre de jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Et ensuite, il y a une question qui a été posée 2 fois, mais de manière différente. Oui. Est-ce qu'on peut imposer aux salariés les 5 semaines de congés payés? Comment ça se passe au niveau du positionnement? En gros, est-ce que c'est d'un commun accord? Est-ce que c'est le salarié qui a le choix de ces jours de congé? Ou est-ce que c'est l'employeur qui peut les imposer Normalement, les 5 semaines? Normalement, si le salarié on va partir du principe que le salarié a ses 5 semaines d'acquise. L'employeur peut imposer au maximum le congé principal doit être au minimum de 12 jours ouvrables et au maximum de 24 jours ouvrables. C'est-à-dire que un salarié ne peut pas prendre ses 5 semaines à la suite. La loi ne l'autorise pas, la convention collective n'offre pas cette possibilité. Et si vous imposez à votre salarié de prendre ces 4 semaines en août, admettons, vous devez respecter un délai de prévenance d'1 mois. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. La question, c'est aussi, je pense, de savoir est-ce que l'employeur peut imposer toutes les dates de congé? Et Oui, à mon avis. voilà, la convention collective ne remet pas en cause un point, c'est que le domaine des congés payés, comme le domaine de la durée du travail, ça relève du pouvoir de direction de l'employeur. Donc C'est ça. l'employeur, en fait, fixe les dates de congés payés. C'est vrai que souvent dans les entreprises, on fait émettre des souhaits de congés, d'absence, et souvent on a des formulaires de demande qui émanent des salariés pour fixer les dates de congés payés. Donc, ça ne remet pas pour autant en cause le fait que c'est bien à l'employeur, sur le principe, de fixer les dates des congés et potentiellement donc de les imposer aux salariés, y compris les 5 semaines. Après, il y a les obligations légales d'avoir au moins 12 jours, 2 semaines de congés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre et en principe 4 semaines pour éviter les périodes les congés de fractionnement. Sur les congés de fractionnement, pour répondre aussi à une question qui a été posée, est-ce que les congés de fractionnement sont dus lorsque le salarié pose ses congés payés en dehors de la période, c'est-à-dire en fait, s'il est à l'initiative du positionnement d'un certain nombre de jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, sur ce point-là, s'il n'y a pas de renonciation expresse au congé de fractionnement, même si c'est le salarié qui est à l'origine, on n'a pas de raison de ne pas lui en faire bénéficier. Il faut que la renonciation au congé de fractionnement soit expresse, donc soit elle est prévue par un accord collectif, ce n'est pas le cas, la métallurgie ne supprime pas le congé de fractionnement, puisque même elle l'évoque. Sinon, c'est dire l'astuce peut-être, c'est que dans les bons de congé, on indique en fait que le salarié renonce expressément à ses congés de fractionnement. Souvent, c'est ce qui est pratiqué, de sorte à ce que quand le salarié fasse la demande, ça ne génère pas les congés, ses congés de fractionnement. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Louise, du Non, il coup? faut juste savoir que le fractionnement, c'est-à-dire, normalement, ça relève, c'est d'un commun accord. Mais généralement, c'est vrai que ça relève, comme disait bien Aline, ça relève du pouvoir de direction de l'employeur de fixer les congés payés et l'ordre des départs en congés payés. Voilà, Oui, en tenant compte malgré tout quand même, de situations familiales. C'est ce que dit aussi c'est ça. dans la loi de jurisprudence. Donc, voilà, en fait, oui, vous pouvez, dans le principe, vous imposer, sauf exception. Et si, comme l'ont dit Louise et Aline, vous avez des congés qui sont demandés de façon un peu, comment dire, exotique, c'est-à-dire en dehors des périodes habituelles, à vous d'accepter ou de refuser. Et ce que l'on est en train de vous dire, c'est que si on accepte, on peut accepter, mais sous réserve que ces demandes soient faites en renonçant au bénéfice de jours de fractionnement parce que justement, ils sont posés en dehors des périodes habituelles. Pour la Après, il y a la question. Ouais, vas-y, Vas-y. je te laisse. Si tu as pris connaissance. Non, mais je te laisse répondre si tu as pris connaissance des questions. Ouais. Vas-y. C'était pour la prise des jours d'ancienneté. C'est aussi des jours de congés payés. Pour moi, ça suit Oui, le même régime. tout à fait. Oui, ça Et vient pour le s'additionner salarié qui n'a pas assez de jours pour les périodes qui n'a pas assez de jours de congés payés pour avoir au moins une période de 2 semaines de congés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre, est-ce que du coup on le met en congé sans solde ou pas? En fait, c'est ça le Alors fin mot de après, l'histoire. oui, alors après, ça dépend aussi. Enfin, faut prendre en compte si vous fermez l'entreprise ou non. Si l'entreprise est fermée, effectivement, Mm. c'est des congés sans solde, Mm. parce que l'entreprise est fermée. Si l'entreprise ne ferme pas, on peut pas même imposer à quelqu'un d'être en sans solde. Donc on doit le faire travailler. S'il n'a C'est pas en fait, acquis suffisamment de droits pour avoir les 12 jours, hein, on est c'est d'accord. ça, parce que en le faisant travailler, ne pas le fait de lui faire
d'avoir les congés payés positionnés pendant 2 semaines, c'est une règle qui est vraiment relative au droit des congés payés. Vous ne dérogez pas à une règle en matière de durée du travail si il n'a pas ces 2 semaines au mois d'août. Donc, du coup, dans ces cas-là, il les aura pas. Et un jour férié qui tombe pendant un samedi ou un vendredi, enfin, ou n'importe quel jour de la semaine, effectivement, il n'est pas décompté. C'est un férié compte comme un dimanche, en fait. Il n'y a pas, il y a pas comme il y a eu, je crois, dans certains temps dans les administrations, quand ça tombait un samedi, il y avait une espèce de jour de récupération d'un jour férié qui malheureusement tombait un samedi ou un dimanche. Non, là, ça n'existe pas. Ouais, mais la question portait justement sur le fait de savoir si dans ce cas-là, le vendredi était à décompter ou non. Et si le jour férié tombe un samedi, oui, le vendredi est à décompter si le salarié est en congé sur la semaine. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Les aléas en gros, les employeurs n'ont pas à supporter les aléas désagréables des calendriers. Quand je dis désagréable, c'est quand un jour férié tombe un week-end. Bah ouais. Et dans la convention collective de la métallurgie, il n'y a rien de prévu là-dessus. C'est-à-dire Non, il y a qu'on rien. ne dit pas qu'il y a un nombre de jours fériés minimum qui doivent être chômés, etc. Donc vraiment, le positionnement des jours fériés selon le hasard du calendrier civil nous importe peu finalement. On va peut-être répondre au fil de l'eau et avancer sur le support du coup pour les questions qui se posent. Allons-y, avançons sur le support. Je crois que c'en était fini pour moi. Donc, au-delà du congé, des congés principaux et des congés payés qu'on acquiert au fil de l'eau, il y a les congés supplémentaires aussi pour ancienneté qui existent au niveau de la métallurgie. Donc, jusque-là, on avait des dispositions qui étaient différentes pour les cadres et les non-cadres. On avait vraiment des congés spécifiquement d'ancienneté pour les non-cadres et on avait pour les cadres des congés qui étaient fonction d'une ancienneté finalement pas très importante et en fonction de l'âge. Donc, il y a eu un mélange en fait de ces 2 systèmes de congés payés qui a été fait pour arriver à une nouvelle règle. Donc, la nouvelle règle est la suivante. Non, on va revenir sur la planche précédente. La nouvelle règle est la suivante. Pour les cadres dirigeants et les salariés qui ont conclu une convention de forfait, ils ont, au bout d'un an, 1 jour d'ancienneté supplémentaire. Ils ont le droit à ce jour. Et en plus, donc ça, ce jour, il est acquis pour tous ces cadres dirigeants et ces salariés qui ont conclu une convention de forfait. Ensuite, on a les jours d'ancienneté qui vont s'appliquer à tout le monde, quel que soit le mode de décompte du temps de travail et le statut cadre dirigeant, cadre ou non cadre dans l'entreprise. Au bout de 2 ans, on a le droit à 1 jour. Au bout de 2 ans, et si on a au moins 45 ans, on a le droit à 2 jours. Ensuite, il faut attendre 20 ans. Et dans ces cas-là, au bout de 20 ans d'ancienneté, si on a plus de 55 ans, on a le droit à 3 jours d'ancienneté. Et ce qu'on nous précise bien, puisqu'il y avait une ambiguïté par rapport à ça, telle qu'était rédigée la convention collective antérieurement, c'est que ces jours supplémentaires d'ancienneté vont avoir pour effet de réduire le nombre de jours à travailler au titre de la convention annuelle de forfait en jours qui a été conclue. Donc, du coup, si on a un contrat à 218 jours, à ce moment-là, au bout d'un an, on passe à 217 parce qu'on a effectivement acquis ce jour d'ancienneté. Au bout de 2 ans, si j'ai au moins 45 ans, on passe de 218 à 215 puisqu'en tout, j'aurai 3 jours. Voilà comment ça fonctionne, ces congés supplémentaires d'ancienneté. La question qui peut se poser, c'est aujourd'hui, les salariés, justement, avaient le droit à un certain nombre de jours. Demain, en application, enfin demain, au 1er janvier 2024, on va apprécier l'ancienneté pour vérifier les droits auxquels ils ont droit, enfin les jours, le nombre de jours auxquels ils ont droit. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait application des anciennes dispositions qui pourraient leur être plus favorables ou des nouvelles dispositions? Ça, la convention collective l'a réglé en fixant en fait une règle par rapport à la date de conclusion du contrat de travail. Si le contrat a été conclu avant le 1er janvier 2024, que les nouveaux droits applicables sont moins favorables, à ce moment-là, on rentre dans l'application d'un régime transitoire. Si les nouveaux droits, au contraire, sont plus favorables, à ce moment-là, on applique immédiatement les nouvelles dispositions conventionnelles. Et pour les contrats qui sont conclus à compter du 1er janvier 2024, à ce moment-là, on fait application immédiate des nouvelles dispositions conventionnelles, donc des règles qu'on vient de voir. Pour les contrats justement conclus avant le 1er janvier 2024 et dont les droits seraient moins favorables, donc on a une application des dispositions transitoires, c'est-à-dire que le salarié conserve le bénéfice du nombre de jours tel qu'il est atteint
Donc, jusqu'au jour où le salarié bénéficie d'un nombre de congés payés supplémentaires équivalent au titre des nouvelles dispositions et au plus tard à la date de rupture de son contrat de travail. Donc, en fait, si votre salarié aujourd'hui, il a le droit à 2 jours en application des dispositions conventionnelles actuelles et qu'au titre des nouvelles dispositions, il n'a le droit qu'à 1 jour, vous allez appliquer pour ce salarié-là 2 jours d'ancienneté supplémentaires jusqu'à ce que les nouvelles dispositions lui soient au moins aussi favorables et sinon jusqu'à la date de rupture du contrat de travail. Donc, du coup, on a un régime transitoire, enfin un transitoire qui va être long, parce qu'en fait, on dit il y a une clause de revoyure à 5 ans, et si avec la clause de revoyure à 5 ans, finalement, c'est toujours pas plus favorable, on continue en fait. Donc, finalement, c'est un peu comme pour la prime d'ancienneté, on change dans la continuité. L'objectif des partenaires sociaux, ça a été de dire on modifie, en fait, on mélange un peu ce système de jours d'ancienneté des cadres et des non-cadres, mais on fait en sorte que personne ne perde au passage. Donc ça, c'est les congés supplémentaires d'ancienneté. Après, parmi les congés supplémentaires qu'on connaît aussi, c'est les congés pour événements de famille, donc qui sont en fait une autorisation d'absence pour permettre à un salarié de participer à un événement familial, d'accomplir les formalités administratives qui sont attachées ou d'assister à certaines cérémonies. Ces congés pour événements familiaux, ils sont prévus par la loi et ils sont, dans certains cas, on va le voir, améliorés par les dispositions conventionnelles. Pas de condition d'ancienneté, un justificatif obligatoire, un maintien de la rémunération, c'est une autorisation d'absence rémunérée, assimilé au temps de travail effectif, et il y a des petites spécificités qui sont prévues en cas d'éloignement géographique. Mais concrètement, on applique le dispositif qu'on connaît aujourd'hui et qui est celui qui est le dispositif plutôt légal. Les congés pour événements de famille, il y en a différents types. On a les congés pour événements familiaux liés au mariage. Donc, quand c'est le mariage d'un enfant, on a le droit à un jour ouvrable. Quand c'est le mariage du salarié, on a le droit à une semaine. Ce qui est grisé, en fait, c'est justement les dispositions conventionnelles qui sont plus favorables que la loi. La loi prévoit moins de jours qu'une semaine pour le salarié qui se marie. Donc là, c'est dans ces cas-là, on a une convention collective de la métallurgie qui est plus favorable que la loi. Mais globalement, il y a largement une reprise des jours qui sont fixés dans la loi. Naissance, adoption, on a le droit à 3 jours ouvrables. Annonce de la survenue d'un handicap, qui est un congé pour une famille qui est assez récent, qui est fixé par la loi, 2 jours ouvrables. Pour le décès, donc là c'est moins gai, mais ça fait aussi partie des événements de famille. Donc le décès d'un enfant, on reste sur les dispositions légales qui sont fixées donc par le Code du travail. Le décès d'un conjoint, c'est 5 jours calendaires. Donc là, on a des dispositions conventionnelles qui sont plus favorables. Donc quand on vise le conjoint, c'est conjoint, partenaire lié par un pacte ou concubin. Donc là, il y a la convention collective qui a été modernisée sur ce point-là, qui fait plus forcément référence au lien matrimonial. Le conjoint, partenaire lié par un pacte sans enfant à charge. Donc là, on a la distinction si on a un enfant à charge ou si on n'a pas d'enfant à charge. Donc si on a des enfants à charge, on a plus de jours en cas de décès du conjoint que si on n'a pas d'enfant à charge. Là, on est sur 3 jours ouvrables qui sont les dispositions légales. Et en cas de décès d'un parent, là où la convention collective est plus favorable que la loi, c'est qu'elle prévoit 1 jour calendaire en cas de décès d'un grand-parent ou d'un petit enfant. Sur les congés aussi liés à la parentalité, il y a quelque chose qui existait chez les ingénieurs et cadres, mais qui n'existait pas chez les non-cadres, sauf dispositions territoriales plus favorables. C'est la possibilité pour un salarié de prendre des congés pour s'occuper de son enfant qui est malade, en ayant un maintien de sa rémunération. Le congé pour les enfants malades, il existe, il est prévu par le Code du travail. Donc, une autorisation d'absence, mais non rémunérée, est prévue. La convention collective l'améliore pour prévoir une rémunération. Donc, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, il faut qu'on ait un enfant à charge de moins de 16 ans. L'autorisation d'absence, elle est de 3 jours par année civile et par salarié. Elle est portée à 5 jours si l'enfant a moins d'1 an ou si on a 3 enfants en charge de moins de 16 ans. Et dans ces cas-là, on a le droit à un maintien de salaire de la rémunération dans la limite de 4 jours par an par salarié, à condition d'avoir au moins 1 an d'ancienneté. Donc ça, chez les cadres, c'est quelque chose qu'on connaissait. Alors, je crois que c'était limité à 3 jours ou 5 jours, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on connaissait chez les cadres. Maintenant, ça va s'appliquer à l'ensemble des salariés, cadres ou non cadres, dans la limite de 4 jours par an.
Autre système complètement différent. On avait hésité à le mettre soit dans la durée du travail, soit en dehors de la durée du travail. Je ne sais pas, parce que j'ai vu sur le fil des messages qu'il y avait plein de petites choses. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer au compte épargne-temps sur lesquelles il faut apporter des réponses, Louise. Oui, il y Oui, avait une il y avait une question. précision, pardon, il y avait une précision importante sur le statut de cadre. Rappelons-le que le seul statut de cadre ne génère pas un droit à congé supplémentaire. Il faut être cadre dans le cadre d'un forfait jour, ou cadre dirigeant. Cadre Et avoir dirigeant, convention de forfait, oui, tout à fait. convention de forfait et avoir au moins un an d'ancienneté. Et ensuite, le cadre qui vieillit, qui a sa convention de forfait, il a eu, au bout d'un an, il a eu un an. Après, jour, il y a oui. un tableau. Et puis, dans 20 ans, quand il aura plus de 55 ans, il aura droit effectivement à 1 plus 3. Ça doit faire 4 au total. Ça doit faire Exactement. 4 jours. Mais si déjà, aujourd'hui, pour différentes raisons, il a déjà 3 jours, il n'aura pas au final les 4 en question plus 3. Non. Voilà, on n'additionne pas des droits nouveaux avec des droits anciens. On conserve les droits anciens qui viennent s'imputer sur les droits nouveaux. Voilà. Il n'y a pas avantage sur avantage. Du coup, c'est tout bon? C'est tout bon, oui. Après, Parfait. On avait une question sur le congé mariage, je crois, sur laquelle on n'a pas répondu. Mariage une semaine avec samedi et dimanche. Oui, c'est une semaine calendaire en fait. Il faut que le salarié ait une semaine pleine en fait. Voilà. C'était déjà exprimé comme ça dans l'ancienne convention collective. Et alors par contre, ça n'a pas été repris dans la nouvelle convention collective, mais avant on me disait aussi que ça devait être pris dans le mois en fait du mariage. Donc ça, c'est pas repris. Après, c'est toujours pareil. C'est pas un droit à congé supplémentaire. C'est vraiment une autorisation d'absence. Donc le salarié qui est en maladie pendant 6 mois et il y a un décès qui est tombé au bout de 3 mois de maladie, quand il revient, il ne peut pas vous dire, déjà, il va conserver ses droits à congé, ça vous l'avez compris. Il ne peut pas revenir en disant, en plus, j'ai le droit à 1 ou 2 jours parce que j'ai eu un décès dans la famille. Ce n'est pas un droit à congé supplémentaire, c'est vraiment une autorisation d'absence qui est liée à un événement particulier. Donc ça, il faut aussi bien le garder en tête. Donc la semaine mariage, typiquement, c'est là où on a quand même une certaine tolérance parce que ça peut servir pour le voyage de noces, etc. Donc ça peut en général être décalé. Ça va dépendre aussi des usages que vous avez fixés dans les entreprises. Ça s'appelle les jours lune de miel. Oui, c'est ça. Le cadre forfaitaire n'a pas le droit à des jours de congé supplémentaires. En fait, pour avoir ce jour de congé supplémentaire, il faut être cadre dirigeant. Donc ça, c'est vraiment une notion bien particulière avec des personnes qui sont souvent sans référence horaire, hein. Et sinon, il faut avoir une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année. Voilà, mais ce n'est pas une notion de cadre, c'est une notion de décompte du temps de travail. Oui, voilà. Voilà. Je vais sur le compte épargne-temps, donc un système bien différent de ce qu'on connaît, enfin de ce qu'on connaît des jours de congé par définition, mais ce compte épargne-temps, justement, il peut permettre de prévoir des périodes de suspension du contrat de travail. C'est quoi en fait tout ça? Parce que ça existe depuis très longtemps, le compte épargne-temps dans la métallurgie, ça existe depuis très longtemps tout court dans le code du travail, c'est pas souvent utilisé et mobilisé, mais concrètement, c'est la possibilité en fait d'épargner du temps ou de l'argent dans un compte qui est géré par l'entreprise et à un moment de liquider en fait ce compte épargne-temps, notamment pour prendre un congé ou un passage à temps partiel, partir plutôt à la retraite ou ce genre de choses. La convention collective prévoit en fait toute l'économie du compte épargne-temps, donc il peut être mis en application directement dans les entreprises pour tous les salariés inscrits à l'effectif. Alors, l'alimentation de ce compte épargne-temps en temps ou en argent, elle se fait à l'initiative des salariés ou de l'employeur, selon les articles qui sont fixés par la nouvelle convention de la métallurgie, donc les articles 121.1 et 121.2. Dans les éléments en temps, on va trouver les congés payés au-delà des 24 jours ouvrables, parce que ces 4 semaines, on ne peut pas les bouger, les repos forfait jour, les RTT, etc. Ou en argent, on peut prévoir d'alimenter son compte épargne-temps par la rémunération des heures supplémentaires, par de l'intéressement, de la participation, des augmentations, des compléments de salaire. Donc c'est très très large, on peut mettre beaucoup de choses dans ce compte épargne-temps. Il est exprimé en temps ou en argent. Quand il est exprimé en temps, on fait une conversion en repos indemnisable des éléments affectés sur la base du salaire. Quand il est exprimé en temps, voilà, on fait la conversion et quand il s'exprime en argent, tout élément exprimé en temps est affecté pour la valeur à la date de son affectation de l'indemnité ou de la rémunération de l'horaire ou du jour
correspondant. Donc en fait, si vous placez une semaine de congé payé, par exemple, dans le compte épargne-temps, on va prendre la valorisation de cette semaine de congé payé au moment où vous la mettez sur le compte épargne-temps qui est valorisé en argent pour savoir à quelle somme vous avez épargné finalement. L'utilisation, elle se fait soit en argent, soit en temps. Donc en argent avec l'aversement d'une indemnité correspondante. Ça peut aussi être des sommes qui peuvent être transférées sur les PE, PERCO, etc. En temps pour financer un congé ou un passage à temps partiel. Et il y a la possibilité dans la métallurgie de transférer ce compte épargne-temps de l'ancien employeur au nouvel employeur par un accord entre les trois parties. Il faut que tout le monde soit d'accord. Par contre, parce que quelque part, on reprend aussi une somme qui était attachée à l'ancienne entreprise. Donc, il faut qu'il y ait quand même un jeu de compensation entre les entreprises par rapport à ça. Donc voilà, pour le compte épargne-temps, souvent, ça reste quelque chose d'assez anecdotique qui n'est pas forcément mis en place. Et je laisse la parole. Aline, Oui. Aline, juste, il y a une question qui vient nous dire, est-ce que le compte épargne-temps est obligatoire? Non, absolument Non. pas. C'est vraiment au choix de l'entreprise de le mettre en place si elle le souhaite, si elle y voit un intérêt. Vous allez en entendre reparler quand le projet de loi sera définitivement publié sur le partage de la valeur dans l'entreprise parce que justement, il est fait référence à ce compte épargne-temps pour mettre en place des sommes liées justement à l'épargne salariale. Donc, je pense que là, à ce moment-là, ça risque d'être de nouveau évoqué. Ça n'a jamais été très à la mode. Des entreprises dans lesquelles ça fonctionne très bien, des entreprises qui n'ont absolument pas envie, pas d'intérêt, pas de volonté de le mettre en place. Vous faites exactement comme vous voulez. Maintenant, on vous rappelle que ça existe. Alors, l'intérêt du compte épargne-temps, en fait, c'est la gestion des congés payés qui ne sont pas pris fondamentalement dans la pratique. Souvent, c'est ça. Malheureusement, on voit beaucoup de situations dans lesquelles, par négligence, par habitude, les salariés, pour différentes raisons, ne prennent pas leurs congés, les accumulent, et puis à un moment donné, ils ont une créance à l'égard de l'entreprise qui est énorme, et finalement, on ne sait plus trop quoi en faire. Et ça perturbe les entreprises. L'intérêt d'un compte épargne-temps, c'est qu'on n'est plus dans cette situation où on gonfle sans maîtrise cette dette pour l'entreprise. Et donc, tout l'intérêt d'un compte épargne-temps, à mon avis, il est à mettre en œuvre quand vous vous rendez compte que c'est un peu le bazar, si vous me permettez l'expression, dans les volumes de congés payés qui ne sont pas pris. Là, avoir une créance ou une dette quand on est employeur trop importante en matière de congés payés, c'est pas une bonne chose. Donc là-dessus, l'utilité du compte épargne-temps, c'est de rationaliser l'utilisation des congés payés qui ne sont pas pris, sans que pour autant ils soient perdus. Donc c'est un avantage, mais on fixe un certain nombre de limites. Et donc en d'autres termes, écoutez, les congés payés que vous avez en trop, vous les mettez dans le congé épargne-temps dans une limite de X jours, ce qui veut dire, à contrario, que les autres congés payés que vous n'aurez pas pris, sauf si je vous ai surchargé de travail, là, vous serez beaucoup plus légitime à dire, attendez, ils sont perdus, vous ne pouvez pas les accumuler d'une année sur l'autre. Donc, le compte épargne-temps, au-delà de la dimension un peu technique, un peu compliquée, ça doit être pour vous un outil de management dans la gestion de vos congés payés quand il n'y a pas véritablement de règles. On va répondre peut-être au fil de l'eau sur les autres questions qui sont dans le fil. Et puis, je laisse la parole, c'est Thibaut, je pense. Oui, tout à fait. C'est moi qui prends le relais sur le congé maternité et adoption. Tout d'abord, pour commencer, alors je vous ai remis les deux congés dans la même slide, puisque les règles sont exactement les mêmes en réalité. Donc tout d'abord, c'est des congés qui peuvent être indemnisés, enfin qui sont même indemnisés obligatoirement, avec un maintien de la rémunération à hauteur de 100% de la rémunération du ou de la salariée. Évidemment, quand on dit 100%, on se base sur la rémunération brute, mais c'est toujours dans la limite de la rémunération nette. Le salarié qui prend un congé adoption ou la salariée qui part en congé maternité ne va pas gagner plus durant son congé. Cette indemnisation, elle ne concerne que les salariés qui ont un an d'ancienneté, donc soit à la date de l'arrêt de travail lorsqu'on parle de l'arrêt de la maternité, soit de la date d'arrivée de l'enfant au foyer lorsqu'on parle d'un congé adoption. Et la base de l'indemnisation, puisque c'est quand même important, on parle de 100%, mais on parle de quoi? Eh bien, on parle de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié si il ou elle avait continué à travailler, avec l'obligation conventionnelle. Bon, c'est une obligation conventionnelle, mais ça reste quand même dans la droite ligne des obligations légales, l'obligation de prendre en compte les augmentations collectives qui peuvent intervenir pendant la durée du congé. Donc voilà, rien de très spécifique sur ces congés, si ce n'est un maintien de salaire à 100%, mais rappelez-vous quand même que vous avez des IJ, sécurité sociale qui sont versées et qui sont quand même relativement importantes. Sur la partie maladie,
vous avez une obligation de maintien de salaire, on le verra dans les slides suivantes, mais tout d'abord, il faut parler des conditions d'indemnisation. La première condition pour indemniser un salarié, c'est que le salarié doit justifier de son arrêt de travail par la production d'un certificat médical et dans les 48 heures qui suivent le début de son absence. Ensuite, cette indemnisation de la maladie, elle ne concerne que les salariés qui ont au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Alors, on parle d'1 an d'ancienneté à la date de l'arrêt maladie, mais la convention nous précise quand même que le salarié qui acquiert cette ancienneté déclenche, enfin pendant un arrêt, va déclencher son droit à indemnisation pour la durée restante de son arrêt. Et c'est pareil, vous allez voir, on a des questions de seuil, et ce sera la même règle pour les questions de seuil. Ensuite, il faut évidemment que son arrêt de travail soit pris en charge par la sécurité sociale. Alors, on exclura la partie du délai de carence, évidemment, où la sécurité sociale ne versera pas d'IJSS, mais sur le principe, il faut quand même que l'arrêt de travail soit pris en charge par la sécurité sociale. Et enfin, il faut que le salarié soit soigné sur le territoire français ou dans un des États membres de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Donc ça, c'est les conditions. Ensuite, on va passer sur la slide suivante sur les niveaux d'indemnisation. Alors, sur l'indemnisation des périodes d'arrêt maladie, la période tout d'abord d'indemnisation, c'est l'année civile. Donc, vous allez voir les durées dans la slide suivante, on en parlera après, mais il faut retenir que les durées de maintien de salaire vont s'appliquer par année civile. Donc, un salarié qui va avoir, je ne sais pas, tout consommé au mois de mars, eh bien, pour le reste de l'année, il n'aura rien. En revanche, l'année suivante, il pourra rebénéficier à nouveau d'une nouvelle période de maintien de salaire. L'indemnisation, elle est due dès le premier jour d'absence, conventionnellement, ce qui veut dire que vous n'avez aucun délai de carence, vous êtes obligé de prendre en charge tout de suite. Et ensuite, la durée, alors on le précisera dans la slide suivante, mais la durée, on va peut-être passer d'ailleurs directement à la slide suivante. La durée de l'indemnisation, elle est au départ à 100% pour les salariés, puis les cadres bénéficient d'une deuxième période, d'une durée équivalente, avec un maintien de salaire à hauteur de 50%. Donc vous le voyez, le maintien de salaire, il varie en fonction la durée du maintien de salaire varie en fonction de l'ancienneté, de 90 jours à 180 jours, avec la petite particularité pour les cadres d'avoir cette deuxième période à 50%, qui quand même les avantage un tout petit peu. Bon, 50%, honnêtement, 50% de maintien employeur quand vous avez les IJSS, il reste peu ou pas de prise en charge par l'employeur en réalité, hein. D'autant plus que vous pouvez éventuellement avoir un régime de prévoyance en fonction de votre régime qui peut venir éventuellement couvrir cette partie-là. Si on passe à la suite, alors là, si on peut passer à la suite, voilà. Là, on vous parle rapidement, on ne s'attardera pas trop dessus quand même, mais on a des dispositions conventionnelles spécifiques sur le licenciement pour absence prolongée ou absence répétée. Alors, en préambule, je rappellerai quand même que ce licenciement n'est pas un licenciement lié à l'arrêt de travail du salarié, mais est un licenciement qui est lié à la désorganisation que provoquent les absences répétées ou l'absence prolongée du salarié. On fera très attention avec évidemment toute la jurisprudence qui entoure ce licenciement et qui est assez peu favorable finalement à ce type de licenciement, puisqu'on est un petit peu toujours sur la brèche, on est un petit peu toujours à la limite du licenciement discriminatoire lié à l'état de santé. Donc on fera attention bien évidemment à respecter toutes les dispositions jurisprudentielles sur le sujet. Mais voilà, bon, là, pour parler des dispositions spécifiques conventionnelles, la convention collective ne fixe pas de durée minimale d'absence permettant de déclencher ce licenciement, donc c'est déjà une bonne chose. Elle ne prévoit pas, et là c'est peut-être un petit peu étonnant, c'est assez rare de voir ça, mais elle ne prévoit pas de durée pendant laquelle le salarié ne peut pas être licencié. En revanche, à défaut d'avoir prévu une obligation pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pendant une certaine durée d'absence, la convention collective a prévu une majoration de l'indemnité de licenciement si l'employeur manifeste, et le terme est important, manifeste sa volonté de licencier avant l'expiration d'une période, donc 2, 4 ou 6 mois en fonction de l'ancienneté du salarié. Là, vous avez les anciennetés qui sont reprises. Voilà, donc c'est un petit peu une manière de dire aux entreprises, ne licenciez pas vos salariés. Je prends l'exemple du salarié qui a plus de 10 ans d'ancienneté, ne licenciez pas votre salarié avant 6 mois d'arrêt. Sinon, vous devrez majorer finalement votre indemnité de licenciement de 50%, ce qui est quand même pas neutre.
Mais malgré tout, ça ne vous interdit pas de le faire. Et quand je dis ça ne vous interdit pas de le faire, on sera encore une fois attentif aux dispositions jurisprudentielles. Honnêtement, 2 mois d'absence, ça peut paraître peut-être un peu léger quand même pour engager une procédure de licenciement. L'ancienneté du salarié, parce qu'on parlait d'une ancienneté de 1, 5 ou 10 ans, elle s'apprécie à la date où l'employeur manifeste sa volonté de licencier le salarié. Voilà. Et les durées d'absence dont on parle sont cumulées lorsque les absences sont discontinues. Voilà. Et la convention collective, enfin, a prévu une priorité de réembauchage, finalement, pour les salariés qui sont licenciés pour cette raison-là. Dans les 3 mois qui suivent, ils ont une priorité de réembauchage. S'ils en font la demande, en tout cas, ils ont une priorité de réembauchage pendant 6 mois, s'ils en font la demande dans les 3 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Voilà. Et j'en ai fini sur cette partie-là. Un point, comme vous l'a dit Thibault là tout à l'heure, qui est un point d'attention important. Quand on parle de perturbation au niveau de l'entreprise, le mot entreprise est important. Vous avez un dépôt, ou vous avez un établissement ou un atelier, qui est une partie décentrée de l'entreprise, et vous avez un absent qui est là qui est absent depuis très longtemps. Ça perturbe le fonctionnement de ce dépôt, de cet atelier, etc. Mais ça ne perturbe pas au niveau de l'entreprise son fonctionnement. Eh bien, dans ces cas-là, vous n'êtes pas légitime à licencier. Donc, attention à ces fameuses perturbations. Il est fondamental de les apprécier, et ce n'est pas facile, au niveau de l'entreprise tout entière. Et là, on vous dira, bah, attendez, ce n'est pas une absence d'une personne qui va perturber le fonctionnement d'une entreprise qui fait une centaine de personnes. Voilà. Même si, localement, ça constitue une vraie difficulté pour recruter quelqu'un qui est en CDD, etc., etc. Donc, attention. Et objectivement, avant de licencier pour absence prolongée ou absence répétée, on s'y reprend à 2 fois. On réfléchit bien parce que les conséquences sont lourdes, car en cas de licenciement, on n'est plus sur un licenciement avec le barème Macron, on est sur un licenciement qui est en fait lié à l'état de santé, donc qui est nul, avec Discrimination. avec des risques de condamnation forts. Donc attention, chose trappe pour les entreprises. Je pense que tu as vu les questions, Thibault. Il y a pas mal de questions sur l'appréciation de l'ancienneté dans le cadre de l'ancienneté à laquelle il est fait référence pour le maintien de maladie. Et ensuite, c'est la notion de est-ce qu'un salarié qui est malade, donc qui a été malade depuis le 1er septembre 2023, qui aura épuisé tous ses droits à maintien de salaire, son arrêt continue sur 2024. La question, c'est est-ce que ces droits repartent à zéro alors qu'on est toujours sur la même maladie? Ou est-ce qu'on est bien sur une appréciation par maladie et par année civile pour appliquer le maintien de salaire? Alors, Il y a on eu va être plusieurs sur fois la question. C'est vrai que quand j'ai dit tout à l'heure que le salarié pouvait être indemnisé sur la 2e année, pouvait finalement réacquérir, c'est effectivement s'il a un nouvel arrêt de travail. Si vous avez le même arrêt de travail qui se poursuit, le salarié ne regagne pas finalement ce droit à indemnisation Ouais. sur la seconde année civile. S'il a un nouvel arrêt de travail ou s'il n'a pas eu tous les droits sur ce même arrêt de travail. Par exemple, si on a un salarié qui a été malade en début d'année 2023, il avait épuisé tous ses droits à 100%. Et sur la fin d'année, il a eu que des droits à 75%. Quand l'autre année civile commence, là, il n'a pas eu tous ses droits à 100%, donc ils vont pouvoir s'appliquer. Mais c'est vraiment par maladie et par année civile. Donc, un salarié qui est absent 3 ans, il ne va pas chaque année civile repartir avec un droit à zéro et tout avoir. Idem, s'il change d'ancienneté en cours de maladie, on va rajouter les jours auxquels il a le droit au titre de sa nouvelle ancienneté. Mais c'est bien le raisonnement par année civile et par maladie qu'il faut retenir. Donc ne soyez pas étonnés si vous avez des arrêts de maladie qui s'arrêtent comme un fait expo au 31 décembre et un nouvel arrêt maladie qui reprend à compter du 1er janvier de l'année N+1. Bon, Oui, voilà. ou voilà, ils prennent leur congé de fin d'année, ils reviennent, ils prennent les congés et ils repartent en début Ah, c'est d'année. les effets pervers, voilà, on va le dire comme ça. Voilà, ça existe. Voilà, ça existe. On sait. En général, vous êtes fâchés quand vous nous appelez Voilà, là-dessus, ouais, mais on ne peut pas faire voilà. grand-chose. Voilà. On a exprimé, parce qu'on sait que vous voulez votre agacement plutôt que Donc là, voilà. je pense qu'on a répondu à un certain nombre de questions là-dessus. Questions, Comment il en tenir reste compte des chevaux sur 2 années? Le salarié qui a plus d'un arrêt de travail, je croyais que c'était par année et par arrêt, donc c'est bien par année et par arrêt avec les limites qu'on a évoquées. Il y avait une dernière question. Le critère de la contribution de la nouvelle classification peut-il aider l'employeur à déterminer si l'impact de son absence impacte l'entreprise? Non.
Non, pas vraiment, non. En fait, c'est ce que plus ça nous coûte cher l'arrêt, plus on va le mettre dehors. Non, enfin, si c'est ça l'idée, c'est pas Le raccourci est saisissant, Aline. Voilà, l'argument, enfin, je laisse Pierre-Jacques en tant qu'avocat peut-être, je suis pas sûre que ce soit le plus facile à défendre, mais Non, c'est pas ouais, simple. Alors, voilà. on aime les cas difficiles, mais là, clairement, vous en mettez beaucoup dans la charrette, là. Là, c'est pas. Après, que ce soit, il y a une dimension évidemment économique hein, quand dans vos entreprises, quand on rencontre ce type de situation, on va vraiment plutôt être sur l'organisation du temps, enfin du travail, la capacité à remplacer le salarié de manière temporaire pour vraiment réussir à argumenter là-dessus. Que le côté, cette absence nous coûte vraiment cher et du coup, c'est compliqué pour nous à gérer dans l'entreprise en n'ayant pas de travail, en face. Ça, même si effectivement il existe dans l'entreprise, en tout cas, ça va pas être la motivation. Alors, il y avait une question, pouvons-nous dire que plus l'équipe de l'entreprise est réduite, plus la perturbation est légitime? Oui, évidemment, sur une équipe de 3 personnes, si vous avez 3 personnes dans votre entreprise, une absence va avoir un impact beaucoup plus important que si vous avez 50 personnes dans l'entreprise. Ça, c'est évident. Maintenant, il faudra quand même démontrer, et on n'a pas repris l'ensemble des critères, hein, mais il faudra quand même démontrer la réalité de la perturbation. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que vous ayez, par exemple, une période de sous-activité à ce moment-là, qui puisse ne pas justifier d'avoir un besoin de remplacer. Il faut ne pas être en capacité de remplacer par un salarié en CDD. Il faut être obligé de remplacer par un salarié en CDI. Et il faut effectivement faire ce recrutement. Enfin, il y a plein de critères derrière. On ne rentre pas dans les détails parce que chaque situation que vous pourriez rencontrer doit faire l'objet d'une analyse poussée et individuelle de la situation. Donc, c'est difficile de se prononcer là-dessus d'une manière générale. Et quand on va au contentieux sur ces dossiers-là, c'est quand même des dossiers qui ne sont pas faciles à gagner. Il faut être clair. Donc, il y a un vrai risque contentieux quand on va là-dessus. En amont, Voilà. prendre toutes les précautions. Ouais, Mais écoutez, il est 12 heures, on respecte notre timing. Notre série, la saison 1 n'est pas terminée. Peut-être Aline et Louise et Thibaut qu'on fera peut-être une saison 2 une fois qu'on aura de la jurisprudence sur la nouvelle convention collective qui viendra remettre en cause tout ce qu'on vient de nous raconter. Il y aura peut-être une saison 2. En tous les cas, le dernier épisode de la saison 1 va avoir lieu ce jeudi. Qui va parler il en reste 2. Non, il en reste oui, il en 2, reste 2, Pierre-Jacques. tu as raison. Jeudi, on fait le point sur le contrat de travail. Voilà, tu as raison. Et les ruptures, vous avez raison. Et le 5 décembre pour la rupture. Bon, alors voilà, donc la saison 1 n'est pas complètement terminée, effectivement. Il reste 2 épisodes. Voilà, il y a encore 2 épisodes et peut-être qu'on vous promettra une saison 2. Mais en tous les cas, encore 2 épisodes avant que notre feuilleton ne se termine. On sera heureux donc de vous retrouver ce jeudi. Et écoutez, merci en tous les cas à de votre attention, de la permanence. On est à 88-87 participants. Ça montre que c'est un sujet important. Merci à tous. Passez une excellente journée. Au plaisir de nous retrouver jeudi à la même heure. Merci beaucoup. Au revoir. Une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.